Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, un peu particulière, je le concède. Moi, c'est Karine de Falqui, vous êtes sur KDF en Air et aujourd'hui nous allons parler écriture de série et plus particulièrement de l'écriture de la Bible. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Écrire une série télé, toutes les astuces pour rédiger une Bible efficace », toujours disponible aux éditions Erol. Aujourd'hui, je voulais partager ce livre avec vous en vous lisant quelques passages qui, je suis sûre, vous aideront pour votre projet. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions ou simplement à échanger. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'une série télé? Depuis l'enfance, sans s'en rendre compte, nous regardons des séries télé. Oui Oui et sa belle voiture jaune et rouge, Peppa Pig, Dora l'exploratrice ou Olive et Tom. Mais alors, qu'est-ce qu'une série télé? C'est un rendez-vous quotidien, récurrent, une fiction télé en plusieurs parties d'une même durée appelée épisode. L'histoire, le décor ou les thèmes et les personnages font le lien entre les épisodes. Une série a pour objectif de rendre les téléspectateurs addicts, comprenez drogués. La narration est fondée sur un cycle de reprises et de variations afin de les fidéliser. La série met en scène à chaque fois les mêmes personnages, un peu comme lorsqu'on retrouve sa bande d'amis pour refaire le monde. Dans une logique feuilletonnante, les personnages évoluent en fonction d'un canevas appelé arche narrative. Dans les séries chorales, avec plusieurs héros, les personnages évoluent beaucoup, tandis que dans les sitcoms, ils sont figés et stéréotypés pour faire fonctionner la mécanique comique et provoquer le rire. Les personnages secondaires sont également récurrents, alors que les guests, souvent des acteurs connus, sont appelés à la rescousse pour pimenter les épisodes et faire plaisir aux téléspectateurs. Les décors doivent être les mêmes à chaque épisode pour que l'audience puisse retrouver ses marques et les identifier rapidement. La récurrence des lieux rime aussi avec économie pour les producteurs. Au bout d'une saison, lorsque la série est installée, on peut rajouter des décors ou carrément en changer pour créer une respiration. C'est le cas dans Grey's Anatomy lorsque Derek emmène tous ses amis pêcher loin de l'hôpital. Pour écrire une série, il convient de connaître et de respecter quelques règles de narration. Chaque épisode de la série doit avoir le même format. 3, 5, 7, 12, 26, 52, 90 minutes. Chaque épisode est composé de la même manière avec 3 actes ou plus, comprenant l'exposition, le développement et le dénouement. Aux États-Unis, la narration est différente à cause des publicités. Le développement est partagé en 2 ou 3 parties qui créent ainsi 4 ou 5 actes. S'il y a 3 intrigues dans le premier épisode, il devra y en avoir 3 dans tous les épisodes. Dans les séries chorales, il peut y avoir 4, 5 ou 6 intrigues en fonction du nombre de personnages principaux. Les séries sont présentées par saison et non pas par année. Aux États-Unis, chaque saison contient entre 10 et 15 épisodes pour les séries diffusées sur les networks. Petit rappel pour les non-initiés, un network est une chaîne diffusée sur le câble. A&E, FX, Sci-Fi sont des networks. Les séries que l'on retrouve sur les grosses chaînes sont composées d'une vingtaine d'épisodes. En France, en général, les séries de 90 minutes comme Une famille formidable pour les saisons de 1 à 12 ou Clem pour les saisons de 1 à 6 ont entre 3 et 5 épisodes pour une saison. Les 52 minutes sont constituées, eux, de 6 ou 8 épisodes. Comme il faut absolument accrocher le spectateur dès les premières secondes de l'épisode, un teaser peut être placé avant le générique pour donner le ton de l'épisode. Dans une série policière, le teaser peut montrer en quelques secondes le meurtre qui sera résolu pendant l'épisode. À la fin des épisodes de séries feuilletonnantes, les scénaristes placent en général un cliffhanger, c'est-à-dire un épilogue accrocheur qui laisse le téléspectateur dans l'attente, avide de connaître la suite. À présent, rentrons dans le vif du sujet, les clés de la Bible. Qu'est-ce qu'une Bible? La Bible est la présentation de tous les codes et éléments essentiels de la série. Ce sont ses fondations, une sorte de fiche d'identité, le document de référence. Elle est de longueur variable, entre 15 et 60 pages. Il existe différentes Bibles suivant la ou les personnes auxquelles elle est destinée. À vos carnets. Avant toute chose, pendant l'élaboration de la série, il faut toujours avoir un carnet et un stylo à portée de main pour écrire toutes les idées qui vous passent par la tête à tout moment de la journée et même de la nuit. Dans ce carnet, il faut créer plusieurs parties.
une partie sur les personnages, une autre sur les arènes, le contexte, des idées de scène, une idée de teaser, le ton, ou encore des idées de scénario, de séquences. C'est important d'organiser ces idées au moins une fois par jour. La Bible de présentation. Cette Bible est un argumentaire de vente, un outil destiné aux producteurs et aux diffuseurs. Le but est donc d'être vendeur, de séduire le lecteur et de l'embarquer de manière agréable dans l'histoire aux côtés des personnages. C'est cette Bible que nous allons développer tout à l'heure. La Bible est organisée en plusieurs parties. Bien entendu, l'ordre dépend du projet et la théorie n'est pas figée. En pratique, tout est possible. La première partie, c'est le concept. La deuxième partie, les intentions de l'auteur et les objectifs de la série. La troisième partie, les personnages. La quatrième partie, les arches narratives. La cinquième partie, l'arène. La sixième partie, l'univers visuel et sonore. La septième partie, les principes et structures de narration. La huitième partie, les storylines et ou synopsis des épisodes. Et la neuvième partie, le pilote ou l'épisode dialogué. Gardez bien en tête qu'il n'y a pas de règles établies en termes de Bible. Certains auteurs n'en font pas, d'autres en créent uniquement pour eux ou les producteurs avec plus ou moins de rubriques. Il existe donc 1001 façons de rédiger et présenter une Bible. Tout est faisable, tout est possible. Ce que je vous propose dans ce chapitre est une base qui va vous aider à démarrer et à vous inspirer. Vous pouvez enlever ou rajouter des rubriques, par exemple une biographie du ou des auteurs, un petit budget prévisionnel, etc. La Bible de tournage. Cette Bible est destinée à l'équipe pour aider tout le monde à travailler sur la série. Elle contient des infos pour la mise en scène, les costumes, les décors, la régie, etc. La Bible ou guide d'écriture. Cette Bible est uniquement utilisée par les scénaristes. Elle contient un maximum d'informations précises sur les épisodes, les personnages, les arches narratives, l'arène et la mécanique de narration. Elle est mise à jour régulièrement au fur et à mesure que les épisodes sont tournés. Comment présenter une Bible? Vous pouvez présenter votre Bible comme vous le souhaitez, mais n'oubliez pas que la forme est aussi importante que le fond. Une Bible écrite grâce au logiciel Word est très bien, sous réserve que le contenu soit agréable et clair à lire. Une Bible présentée de façon originale et graphique sera plus marquante et vous fera gagner des points auprès du producteur presque avant même qu'il ne lise votre projet. Vous pouvez, par exemple, rédiger votre Bible sous forme de catalogue de voyage si votre sujet parle de vacances, d'aviation. Si le thème de votre série est dédié à l'univers culinaire, créez une Bible tel un livre de cuisine et n'hésitez pas à inclure des recettes qui seront présentes dans votre série. Tout est possible, laissez place à votre imagination. Les 9 parties qui composent la Bible. Le concept. Étape clé de la Bible, le concept détermine toute la série. C'est ce qui organise l'histoire en tant que tout. C'est la logique interne du récit qui cimente les différentes parties du projet. Il faut le soigner, le creuser, le travailler avant de commencer quoi que ce soit. En bref, rien ne sert d'avancer sur les personnages ou l'histoire si l'on n'a pas le concept, car la cohérence et le sens de la série en découlent. Le concept donne le ton, le côté original de la série. Le concept est très important car l'objectif d'une série étant la multiplication d'histoires, il faut qu'il soit assez costaud pour tenir idéalement sur plusieurs saisons. Tout doit être au service du concept. Il n'y a pas que l'inspiration qui compte, il faut de la réflexion et que tout soit en adéquation avec le concept. Il ne s'agit pas de s'agripper à toutes ses envies. Il faut faire le tri et savoir se résigner, interchanger ses idées ou encore ses personnages. À ce stade, tout peut encore bouger. Le concept rassemble les éléments essentiels qui caractérisent la série, à savoir le sujet, le ou les thèmes, le contexte, le format, le genre, le ton. Le concept d'abord. Écrivez le concept dans un premier temps sous forme de fiche tableau avant de passer à l'écriture à proprement parler. Ça va vous aider à mettre en place vos idées. Voici un modèle de fiche tableau. Je vous laisse quelques instants le consulter.
Comment passer du sujet au concept? Pour passer du sujet au concept, aidez-vous de la caractérisation de l'histoire. Le sujet, c'est l'histoire, un personnage, un conflit. Pour que l'histoire en elle-même soit singulière et puisse créer un concept, il est nécessaire que la forme de l'histoire, ou caractérisation de l'histoire, soit particulière ou originale. Par exemple, dans Orange is the New Black, chaque épisode entremêle le présent des détenus et des flashbacks sur un personnage en particulier. On est sur une double narration qui permet d'aérer le récit et de nous donner de nouveaux éléments sur le passé de chaque fille. Pour passer du sujet au concept, aidez-vous du thème de l'histoire. Le thème sous-jacent à l'histoire peut aider à passer du sujet au concept. Par exemple, une histoire sur un club de foot est une histoire banale. En revanche, la thématique des rencontres entre bourgeois et gamins paumés au travers du foot est un concept. Pour passer du sujet au concept, aidez-vous du point de vue d'un personnage. Le point de vue du personnage principal est également une manière de créer un concept fort. Dans Breaking Bad, le personnage principal, anti-héros par excellence, passe de professeur de physique-chimie à trafiquant de drogue. Au travers de ses actions, il souligne l'injustice du système américain. C'est son point de vue que l'on suit tout au long des épisodes. Pour passer du sujet au concept, aidez-vous du genre de l'histoire. Le choix du genre peut créer un concept. Beaucoup de séries se construisent en hybridant les genres. Par exemple, The Knick est une série policière historique. Empire est un soap musical. Grâce à ce double genre, l'histoire passe de banale à singulière et donne de la force au projet. Quelques exemples de concepts originaux. Downton Abbey. Le sujet est la vie d'une famille de lords et de leurs domestiques. Le récit est donc traité sur deux niveaux. La force de la série est qu'elle est située au début du XXe siècle avec une séparation sociale très forte, l'arrivée de la modernité et l'émancipation des femmes. Ce changement est annoncé dès le début du pilote avec l'annonce du naufrage du Titanic, métaphore de ce qui est en train d'arriver à la noblesse anglaise qui perd peu à peu ses domaines et son pouvoir. Le concept tourne autour de cette idée de choc des cultures. Modern Family. La série montre le point de vue de 3 familles modernes confrontées à l'éducation de leurs enfants. Le thème de chaque épisode est que quoi qu'on fasse, on n'est jamais le parent qu'on aimerait être. Le truc en plus, l'utilisation de 2 genres, la sitcom et le mockumentary, c'est-à-dire l'utilisation au cœur de la sitcom d'un faux documentaire avec les personnages qui évoquent leur ressenti en face caméra. Le sujet est enrichi par un thème et une hybridation de genres, porteur de comédie. Les Sopranos. La série relate la vie d'un mafieux quelque peu dépressif qui suit une thérapie. Le concept est donné dès le départ. Tony Soprano a peur de ne pas être à la hauteur en tant que père de famille et chef de gang, ce qui est bien évidemment contradictoire puisque la mafia est synonyme de pouvoir. C'est un angle d'attaque nouveau sur la mafia et la famille, une fois de plus avec un mélange de 2 genres, les séries de mafia et les séries familiales. Dr House. En 2004, les co-créateurs David Shore et Paul Anatasian, ainsi que Kathy Jacobs, ont présenté à la Fox une série médicale dont le concept était celui d'un polar à l'hôpital, où les médecins, qui ne portent pas de blouse blanche, enquêtent sur des symptômes et leurs causes. Une sorte d'expert en milieu médical. La Fox a été séduite et a tout de suite acheté la série. Comment rédiger le concept ? Bien qu'il y ait 1001 façons d'écrire un concept, il doit être rédigé de manière accrocheuse, synthétique et claire. Sa longueur est variable, d'1 à 5 pages. Tout ce qui définit la série et dont on vient de parler doit s'y trouver. Comment donner envie de vous lire ? Donnez envie de vous lire avec des procédés simples. Par exemple, le ton employé peut être comique si le projet est une comédie. Vous pouvez emmenez votre lecteur en racontant directement le début de l'histoire ou en parlant du point de vue d'un personnage pour rentrer dans le sujet rapidement et l'intéresser. Vous pouvez rédiger votre concept avec des sous-thèmes, des titres, des parties pour structurer votre récit. La note d'intention. Le but est de mettre en valeur l'originalité de la série et ce qui fait son unicité. Dans cette partie, il est important d'expliquer en quoi le projet est différent et original et pourquoi vous avez choisi ce sujet. Les intentions de l'auteur. N'hésitez pas à préciser votre point de vue et à défendre votre propos, encore plus si le projet est personnel. C'est bien d'indiquer votre relation particulière avec le sujet, votre vécu ou votre expérience. Votre légitimité renforce le projet que vous présentez. Les intentions peuvent s'écrire à la première personne, mais rien n'est obligatoire. Utilisez les références avec modération. Dans votre note d'intention, vous pouvez placer des références. Par exemple,
Ma série, c'est Colombo au féminin, ce qui, dans certains cas, aide le lecteur à se familiariser plus rapidement avec votre univers. Cependant, attention, c'est un procédé à utiliser avec précaution. Nous sommes en France, certains producteurs n'aiment pas ce genre de raccourci, surtout si vos références sont uniquement étrangères. Les objectifs de la série. De prime abord, c'est à manier avec précaution, car en général, l'objectif de la série est de divertir, de faire réfléchir ou de faire rire. Cela peut paraître naïf et inutile. Dans les objectifs de la série, vous pouvez identifier la cible visée. Bien entendu, il faut que ce soit justifié, par exemple pour une série jeunesse, car le langage et l'histoire sont conditionnés pour la cible. Autre exemple. Avec une série sur le sport, vous pouvez indiquer qu'elle plaira aux fans de ce sport et préciser qu'elle est néanmoins accessible à tous. C'est utile lorsque le sujet semble très ciblé. Les intentions ne doivent pas être trop longues. Pour information, vous pouvez placer les intentions en premier avant le concept. Concept et intention. N'oubliez pas, le concept décrit votre projet, les intentions expliquent pourquoi vous faites ce projet. Les personnages. Dans une série, les personnages sont le nerf de la guerre. C'est sur eux que repose la série. On a envie de suivre leur histoire et de les revoir, un peu comme des amis. Ce sont leurs aventures qui font qu'on devient addict aux séries. Dans la Bible, les personnages apparaissent après le concept et les intentions. Ils sont souvent écrits sous forme de fiches, de portraits organisés en rubriques. Ils sont décrits avec des éléments objectifs informatifs, nom, âge, physique, des éléments psychologiques, caractère, défauts, secrets, et des éléments biographiques. Chaque indication doit être justifiée et servir l'histoire. Dans la présentation des fiches personnages, commencez par les personnages principaux, puis les personnages secondaires et enfin les guests. N'oubliez pas d'indiquer la relation de chaque personnage aux autres dans l'histoire, soit à la fin de chaque portrait, soit à la fin de toutes les fiches, rédigées ou sous forme de tableau. La phase d'écriture des personnages est, dans un premier temps, plaisante. Il faut vous lâcher et créer sans contrainte. Vous êtes à cet instant même Dieu, créateur de profils. Inspirez-vous de personnages de romans, de votre vie, de vos amis, vos connaissances. Amusez-vous. Une fois que tout est écrit, coupez, rognez, ajustez et réfléchissez. Car il faut penser chaque personnage de manière conceptuelle, c'est-à-dire en rapport avec le concept. Pensez aux objectifs du personnage dans la série, à ses désirs profonds, à ses besoins, son problème moral. Une phrase peut vous aider à le définir. Par exemple, Tony Soprano dans Les Sopranos. Son objectif, maintenir un équilibre entre sa famille et la mafia. Le problème moral, donner un sens à sa vie. Vous pouvez présenter vos personnages en utilisant la tridimensionnalité du personnage, comme le décrit Sitfield. Première dimension, c'est la dimension psychologique du personnage, ses traits de caractère. Deuxième dimension, c'est la dimension sociale du personnage, son réseau relationnel, son travail. La troisième dimension, c'est la dimension physiologique du personnage, homme, femme, son physique. Vous pouvez également présenter vos personnages en évoquant le professionnel, le personnel et l'intime. Dans la fiche, vous pouvez raconter le personnage à travers l'histoire en le reliant à l'intrigue, mélangeant ainsi caractéristiques au sens large et histoire. Cela peut le renforcer. À noter que ce procédé est surtout utilisé dans les séries feuilletonnantes et beaucoup moins en comédie. Toujours dans votre fiche, un personnage peut être caractérisé par une personnalisation incarnée visuellement. Par exemple, vous décrivez rapidement le logement de votre héros qui lui ressemble. Un personnage sans attache qui habite dans un appartement vide, sans décoration, est une incarnation visuelle. Le personnage existe aussi au travers de ses actions qui peuvent être décrites dans son portrait. En ce qui concerne le style, si votre projet est une comédie, shortcom, sitcom, n'hésitez pas à écrire les fiches avec un ton humoristique ou à introduire des dialogues ou des citations pour rendre vivants vos personnages. Enfin, n'oubliez pas, le plus important pour créer des personnages, c'est de les aimer. Vos héros ont aussi une histoire. Pensez à créer un passé à vos héros. Les producteurs aiment bien que la backstory soit racontée. Les héros multiples. Avant de décrire les différents types de personnages ainsi que leurs caractéristiques, faisons un petit détour par les séries à héros multiples, encore appelées séries chorales. Bien que ce soit un exercice compliqué étant donné le nombre de personnages principaux, c'est une formule qui marche bien. En effet, plus vos protagonistes sont différents et ont des caractéristiques et des tempéraments éloignés les uns des autres, plus votre audience pourra s'identifier et suivre assidûment la série. Ne laissez aucun détail au hasard.
Je parle ici de la parité. Essayez d'avoir le même nombre d'hommes que de femmes, comme dans Lost. Le fait d'avoir plus d'hommes ou plus de femmes peut donner un sens différent à votre propos, créant une série de filles, comme Desperate Housewives, ou de mecs avec de la testostérone, comme la parodie de Kevin Hart, Real Husbands of Hollywood. Par ailleurs, avant de construire véritablement vos fiches personnages, esquissez les grandes lignes avec, pour chacun, des atouts et des travers qui seront des freins dans votre série. Par exemple, un personnage volontaire mais vite découragé est un frein, c'est-à-dire un ralentissement pouvant créer des rebondissements pour le groupe dans lequel il se trouve si nous sommes dans une aventure où tout le monde doit s'entraider et être positif pour s'en sortir. Être égoïste ou tyrannique sont des travers qui freinent l'action de groupe. Vous pouvez faire une colonne par personnage et y inscrire les points positifs et négatifs de chacun. Pensez à avoir, par exemple, un personnage fédérateur, un autre égoïste, démotivé. Pour que l'essai soit transformé, pensez à bien répartir les intrigues et à donner plus ou moins le même temps d'antenne à chaque personnage. Notez que l'abondance de personnages ne signifie pas que vos intrigues sont à prendre à la légère. Au contraire, il y a beaucoup de travail à fournir sur les arches narratives et sur les relations entre les héros. Concernant les intrigues, vous pouvez avoir une intrigue de groupe mêlée à des intrigues par personnage. C'est le cas de How to Get Away with Murder. Vos intrigues peuvent concerner chaque personnage indépendamment ou des petits groupes de personnages, comme dans Friends. L'avantage d'une série chorale est qu'elle peut correspondre à tous les genres et à tous les types de séries. Une série feuilletonnante fantastique, une anthologie d'aventure, une sitcom, etc. Bref, toutes les combinaisons sont possibles, laissant libre cours à votre imagination. Par ailleurs, lorsque vous développez puis tournez une série chorale, il est plus facile de renouveler le casting si l'un de vos acteurs souhaite arrêter la série en cours de route. Un nouveau personnage peut remplacer ce départ et relancer l'intrigue. Pour information, votre série chorale peut aller de quelques personnages à plusieurs. Ne vous restreignez pas. Game of Thrones, par exemple, série d'heroic fantasy, est connue pour être LA série chorale par excellence, avec 257 protagonistes pour la saison 3. Le personnage principal. Le personnage principal, ou héros, est celui à qui arrive l'histoire et autour de qui se noue l'intrigue. C'est à travers lui que le spectateur s'intéresse au sujet, d'où l'importance de l'empathie. Le personnage principal a un objectif, mais il rencontre des obstacles, ce qui crée un conflit qui sera résolu ou pas. Il est nécessaire que le personnage principal n'ait qu'un seul objectif dans l'épisode, car dans le cas contraire, le spectateur peut se perdre. L'objectif gagne à être concret et précis pour le spectateur. Il faut identifier la quête du héros. La révélation de son objectif se fait grâce à l'action qui révèle la motivation du personnage. Il existe 3 types d'obstacles. L'antagoniste, un autre personnage, une circonstance ou le protagoniste lui-même, le conflit intérieur. Chaque personnage, le héros y compris, doit être construit en rapport aux autres, faisant partie d'un réseau de personnages complexes où chacun occupe une fonction spécifique. Quelles sont les différentes fonctions des personnages ? Il faut développer les personnages une fois que le concept, le sujet et les thèmes sont définis. La création d'un personnage implique la création d'un réseau de personnages, aussi appelé constellation de personnages. Vos personnages forment une grande famille avec des traits de caractère bien définis, comme dans votre propre famille. Les personnages ne naissent pas séparément. Ils sont accouchés les uns après les autres par le noyau de base de la série, le concept. Une erreur souvent commise est de considérer les personnages comme des individus distants et sans lien avec le reste de l'histoire. Ils ne seront alors pas capables de nourrir l'histoire, ni même d'intéresser vraiment le spectateur. Chaque personnage fait donc partie d'un réseau dans lequel chacun permet de définir l'autre par ce qu'il est, ce qu'il n'est pas et ce que l'autre est. Dans la création d'un personnage, le plus important c'est de le comparer et le lier aux autres pour l'enrichir. Une des manières de caractériser le personnage, les uns par rapport aux autres, c'est de les définir en fonction du rôle qu'ils ont dans l'histoire. Fonction du héros. C'est le personnage principal qui a le problème principal et qui mène l'action pour le résoudre. Dans les séries chorales, c'est-à-dire avec des héros multiples, soit un personnage ressort du groupe et c'est lui le héros, comme Meredith Grey dans Grey's Anatomy, soit il s'agit d'une histoire de groupe avec des tensions et des conflits qui créent des lignes narratives séparées, comme dans How to Get Away with Murder. Soit chacun des personnages incarne une facette du thème abordé dans la série, comme dans Modern Family. Fonction du personnage secondaire. C'est une fonction importante qui génère un contraste avec le rôle principal pour souligner les traits de caractère et les dilemmes du héros. Le personnage secondaire fait exister le héros. Fonction de l'adversaire. L'adversaire empêche le héros d'assouvir son désir, d'atteindre son but, ce qui entraîne un conflit.
Fonction de l'adjuvant. L'adjuvant est celui qui aide le héros et lui sert également de porte-parole. Il permet au téléspectateur d'accéder à l'intériorité du héros. Fonction du faux allié. Le faux allié semble être du côté du héros, être un ami, et, au final, il se révèle être un adversaire. La construction des personnages par archétype. La construction par archétype est une autre manière de vous aider à élaborer votre famille de personnages. L'archétype est un concept élaboré par Carl Jung, psychiatre suisse. Ce concept fait partie de la psychologie analytique qu'il a lui-même créée. Selon lui, chaque tendance humaine s'incarne dans un modèle de comportement type dû à l'expérience. C'est l'archétype. John Truby a repris cette idée de personnage archétype dans son livre Anatomie du scénario, cinéma, littérature, série télé. L'archétype du roi. Le roi s'occupe de sa famille, de son peuple. Il est porteur de responsabilités et souhaite l'épanouissement des siens. La mission prend le pas sur l'affect. C'est un rôle clé. A contrario, le roi peut imposer des règles à son groupe dans un excès d'autorité. C'est le cas du capitaine de frégate Tom Chandler dans The Last Ship. Il a la responsabilité de l'équipage du destroyer USS Nathan James pendant l'épidémie qui décime la population sur Terre. Il ne réfléchit qu'en termes de mission. L'archétype de la reine. La reine, très maternelle, protège les siens. Elle est attentive à leurs besoins. Cet archétype peut se révéler dangereux lorsque la mère, dans un excès de contrôle, se transforme en tyran ou exerce une forme de chantage affectif par pur égoïsme. La capitaine Lorberto, dans Engrenage, est une reine. Elle protège comme une louve ses équipes, quitte à se mettre parfois en danger. L'archétype du guerrier, guerrière. Le guerrier, la guerrière, s'affirme par la force, principe le plus important pour affirmer le bien. C'est un personnage qui se vit dans l'idée du combat perpétuel avec pour mission de faire triompher le bien. Parallèlement, cet archétype a un côté destructeur. Il peut tuer tout ce qui ne participe pas de ses valeurs. C'est l'archétype de Clark Griffin dans The 100. Rien n'arrête Clark qui tente de faire triompher le bien et d'amener la paix entre les peuples à n'importe quel prix. L'archétype du mentor. Le mentor souhaite le bonheur de ceux qui l'entourent. Son but est de faire évoluer les gens de manière positive en transmettant sagesse et savoir. Le point négatif de cet archétype est que le mentor peut forcer son entourage à agir et à penser d'une certaine manière, instaurant autoritarisme, sectarisme ou manipulation. Dans Grey's Anatomy, le professeur Weber est un mentor. Il transmet son savoir aux jeunes internes et souhaite les voir réussir. L'archétype de l'escroc. L'escroc est rusé et malicieux. À l'aide de manœuvres bien pensées, il fait tout pour installer la confiance et obtenir ce qu'il souhaite. Malheureusement, l'escroc peut se transformer en menteur compulsif, uniquement préoccupé de son ego, enfermé dans son mensonge. Hannibal Lecter, dans Hannibal, est un véritable escroc. Il utilise son savoir, son charme et son pouvoir sur les mots pour installer la confiance entre lui et l'agent spécial Will Graham qui ne s'aperçoit de rien. L'archétype du rebelle. Le rebelle trouve l'audace et la bravoure pour mettre en place des actions face au système. A contrario, le rebelle peut s'enfermer systématiquement dans une posture d'opposition sans jamais rien avoir à proposer. Reno Reigns, Vincent Black, dans Le Rebelle, excelle dans cet archétype. Ancien policier, il est accusé de meurtre et sa tête est mise à prix. Il change d'identité et se bat contre le système en tant que chasseur de tête. L'archétype du génie. Le génie voit la vie en rose. Il montre la beauté du monde et porte les choses vers le haut. Le génie, de par son perfectionnisme, peut se retrouver dans une posture de destruction et d'anéantissement si les valeurs ne correspondent pas à son système. Joséphine de la Mare, dans Joséphine Ange Gardien, est un génie. Cet ange aide des personnes en difficulté, transforme la réalité et résout ce qui ne fonctionne pas dans la vie des autres. Elle embellit l'existence de ses clients. L'archétype de l'amoureux, amoureuse. L'amoureux cherche l'épanouissement de l'autre en lui procurant du soin, de l'amour et de l'attention. Le problème de cet archétype est que l'amoureux peut se noyer dans l'autre ou au contraire devenir tyrannique en exerçant un pouvoir malsain. Piper Chapman, dans Orange is the New Black, fait partie de cet archétype. Elle aime Alex Voss au détriment de son fiancé Larry Bloom, qu'elle quitte rapidement une fois entrée en prison. Piper a tendance à se perdre dans cette relation. Ces archétypes sont les archétypes de base et il en existe un bien plus grand nombre qui sont des variants des principaux archétypes. On les trouve surtout dans les contes de fées. Le méchant, la sorcière, la fée, l'éternel enfant. À vous de jouer à les repérer. Empathie versus sympathie. Les personnages doivent être empathiques
plus que sympathique. Un personnage sympathique fait qu'en général, nous sommes simplement d'accord avec lui sans aller plus loin. Un personnage empathique nous amène à comprendre sa logique et pourquoi il agit de telle ou telle manière. Nous ne sommes pas obligés d'adhérer, mais nous le comprenons et au final, nous l'aimons. C'est le cas de l'anti-héros. La mode de l'anti-héros. Un anti-héros est un personnage central d'une œuvre de fiction qui ne présente pas certaines, voire aucune, des caractéristiques du héros conventionnel. Dans Breaking Bad, Walter White est un anti-héros par excellence. Homme ordinaire, les téléspectateurs vont suivre la descente aux enfers de ce personnage qui n'était pas prédestiné à cet avenir. Il devient un parrain de la drogue suite à l'annonce de sa maladie incurable. On ne cautionne pas forcément ses choix, cependant, on comprend sa logique qui est de dire que le système de santé américain est mauvais et qu'il faut parfois utiliser certains chemins pour mettre sa famille à l'abri du besoin en cas de décès prématuré. Dans la série policière de la Fox, Backstrom, le héros éponyme est un détective qui boit, fume, sort, ment, arrive en retard sur les scènes de crime et qui pourtant résout les affaires policières. La série repose sur sa personnalité et sa manière de travailler. Il se met à la place des meurtriers et, par déduction, cherche à comprendre leur fonctionnement. Il n'est pas le détective que l'inconscient collectif imagine, et pourtant, il plaît. Toujours dans l'univers des détectives, Monk n'est pas non plus le héros détective idéal. Affublé de 312 stocks et de diverses phobies, comprenant notamment la peur des microbes, de l'altitude, des serpents, du lait, du dentiste, de la foule, des abeilles, il mène l'enquête et trouve à chaque fin d'épisode les preuves pour expliquer comment le meurtrier a commis le meurtre et pour quelles raisons. Dr House est aussi un anti-héros qui diagnostique les maladies de ses patients comme on résout des enquêtes policières. Il se montre souvent arrogant, cynique, anticonformiste et asocial. Il boite en raison d'une douleur chronique à la jambe droite. Il utilise une canne et abuse de la Vicodine, analgésique à base de paracétamol et d'hydrocodone pour soulager sa douleur. Il en devient drogué. Malgré tout, on le soutient et c'est là tout l'art d'un anti-héros bien écrit. Checklist de vérification des personnages. Dans l'excitation de la création des personnages, certains défauts dans leur construction sont à surveiller et à éviter. Soyez vigilants et remettez toujours votre travail en question. Voici une checklist des personnages à réécrire ou à supprimer s'ils sont présents dans votre projet. Le personnage marionnette. Il transmet simplement un message, mais n'existe pas. Il n'a pas de vie ni de trajectoire. Le personnage passif. Il subit, n'est pas moteur d'intrigue et n'a pas d'objectif. Vous pouvez transformer un tel personnage en lui faisant subir un obstacle déclenchant une intrigue. C'est le cas de Walter White dans Breaking Bad. Il est passif jusqu'au moment où il apprend qu'il est malade, ce qui déclenche en lui un instinct de protection vis-à-vis de sa famille et donc de nombreuses intrigues. Le personnage caricatural. Ce personnage est à éviter dans toutes les séries, sauf dans les sitcoms et les shortcoms. En effet, les personnages y sont souvent caricaturaux et reposent sur des stéréotypes. Le timide, l'ingénu, le méchant, le comique, le personnage avec un objectif trop large ou trop flou. Il faut que le personnage ait un objectif précis. Autrement, le téléspectateur risque de se perdre. La caractéristique, il veut qu'on l'aime, est trop large. Il faut resserrer. Le personnage girouette ou incohérent. Il est caractérisé d'une certaine manière et agit d'une autre manière pour servir la série. Le personnage trop peu différencié. Il ressemble à un autre personnage, ce qui crée un doublon, que ce soit dans l'attitude, le but, le physique ou même son nom. Soit vous le fusionnez avec un autre personnage, soit vous le transformez radicalement, soit vous le supprimez. Le personnage superflu, il n'a pas de vraie fonction. C'est en général un personnage coup de cœur que vous avez créé. Il peut être fusionné avec un autre personnage ou carrément supprimé. Les arches narratives. L'arche, c'est la trajectoire entre le point de départ du personnage, au début de l'histoire, et son point d'arrivée. C'est la métaphore du trajet du personnage. C'est la diégèse, le temps pendant lequel va se dérouler l'histoire. Tout ce qui est avant le point de départ est le passé, la backstory, et il n'est pas pris en compte dans l'arche. En revanche, il faut le développer dans la section personnage. Les arches narratives concernent les séries feuilletonnantes. Dans une série bouclée, on ne parle pas d'arche. Les éléments d'arche narrative. Le personnage va vivre un certain nombre d'événements pour évoluer et arriver au point final qui est également la fin de l'histoire racontée, pas forcément la fin de vie du personnage. Pour certains personnages, il est possible que leur histoire ne corresponde pas au début de l'arche, car ils arrivent en milieu de saison par exemple. En résumé,
l'arche est la somme des événements marquants que le personnage va vivre pendant le temps de l'histoire, sachant que l'histoire, c'est la saison. Il y a donc une arche par personnage et par saison. Dans la Bible, on ne met que des éléments d'arche de la première saison. L'arche décrit également l'évolution psychologique du personnage ainsi que ses relations avec les autres personnages principaux avec lesquels il est en relation. Concernant la présentation, on peut intégrer les éléments d'arche au profil des personnages, soit une arche par fiche personnage, soit plusieurs personnages sur une même arche s'ils ont un même objectif. Par exemple, si l'histoire est celle d'un clan ou d'une famille. Un document d'arche complet est en général développé dans un second temps et payé par les producteurs. C'est un gros travail de groupe qui dure environ 3 semaines et qui permet de réfléchir et de développer toutes les intrigues des personnages. Pour les séries de comédie, sitcom, shortcom, il n'y a pas d'arche. Il faut, en revanche, développer des thèmes d'épisodes, des histoires, des intrigues bouclées et les inclure dans la Bible dans la section Storyline Synopsis. Comment élaborer les éléments d'arche narrative? Il n'y a pas de méthode particulière pour écrire les éléments d'arche. Il faut creuser des idées qui vous viennent et trouver les points essentiels à développer en fonction du conflit et des personnages, le tout sur la saison. Le but est de donner envie au lecteur de le séduire avec vos idées. Pour vous aider, vous pouvez écrire les scènes fortes, cohérentes avec la trajectoire globale du personnage. Vous pouvez également, dans un premier temps, écrire les arches sous forme de fiches, de tableaux ou en utilisant des post-it comportant des éléments, des scènes, des idées que vous collez sur le mur pour un aperçu global. Pour les post-it, utilisez différentes couleurs, par exemple pour différencier les personnages. Vous pouvez aussi organiser vos post-it par couleur selon que vous abordez l'intrigue principale, l'intrigue secondaire, etc. Le développement des arches est le moment où émergent les premiers éléments, les premières intrigues. Surtout, ne vous inquiétez pas s'il manque des liens ou des histoires. Vous pouvez simplement évoquer les conflits sans divulguer les points d'arrivée. Vous pouvez soulever certaines questions et donner de multiples pistes sans réponse. Cependant, si la fin est importante pour comprendre le concept, vous pouvez l'écrire pour justifier le message. Dans la Bible, les éléments d'arche sont des promesses pour chaque personnage. Il faut définir les trajectoires principales pour alimenter l'intrigue principale. Ce n'est donc pas la peine de tout développer. L'arène. L'arène est le lieu et les décors principaux dans lesquels se déroule l'histoire et évoluent les personnages. Par exemple, l'arène d'urgence, c'est l'hôpital. L'arène de Paname, c'est un avion. Il est essentiel de la présenter car elle est un élément de la récurrence. Le but de la série est de retrouver chaque semaine les mêmes personnages et les mêmes lieux. Les décors doivent être immédiatement identifiables d'un épisode à l'autre. Pour des raisons économiques, il est important de ne pas avoir trop de lieux différents. Dans cette partie, il faut décrire les lieux, les décors principaux et leurs fonctions s'ils en ont une. Vous pouvez aussi inclure des photos, des images, des dessins. S'il y a des décors extérieurs qui se révèlent importants pour l'intrigue, il est impératif de les évoquer. Les lieux peuvent être une extension du personnage. C'est une autre manière de le définir, un autre vecteur de caractérisation. C'est le cas par exemple de la description d'une chambre vide, aseptisée, qui renverrait à un personnage sans attache. Si c'est le cas, il faut le mettre en avant. Certains décors peuvent remplir une fonction dramatique dans l'histoire. Dans Downton Abbey, par exemple, la cour est le lieu où les serviteurs complotent, ce qui crée un système de récurrence. Le téléspectateur repère le lieu et sait que des révélations vont être faites. Dans la Bible, si le lieu a une telle fonction, il faut bien évidemment le décrire et y installer les tenants et les aboutissants de l'histoire. Si les lieux font partie intégrante de l'histoire, qu'ils sont personnifiés avec une fonction dramatique à part entière, notifiez-le également. L'univers visuel et sonore. Dans la Bible, il est possible de parler de l'esthétique, de l'évoquer du point de vue du scénariste sans trop détailler. Être trop technique en utilisant des termes tels que travelling, panneau, contre-plongée serait maladroit, surtout si vous n'êtes pas le réalisateur du projet. La Bible est une description du résultat, pas une note de réalisation. Dans cette partie, vous devez traduire en mots vos visions, les sons, les ambiances, les couleurs du projet. Conseil, c'est une partie optionnelle. Si vous ne savez pas quoi écrire dans cette rubrique, abstenez-vous. La réalisation. Il faut utiliser des mots qui ont du sens pour un scénariste. Vous pouvez parler de la réalisation en termes de rythme, rapide, lent, saccadé, fluide. Évoquer certains mouvements si ça se justifie, caméra-épaule, plan-séquence. Parler de références visuelles, photos, films, séries, dessins. Parler du lieu qui vous a inspiré, de sensations.
Il est possible aussi de noter les rythmes et les mouvements en lien avec le point de vue d'un personnage. Par exemple, si la série est en mono-point de vue et si le téléspectateur est censé être dans la tête d'un personnage qui a des visions. Autre exemple, si le personnage est tourmenté, il est possible de préciser une manière de filmer frénétique, d'enchaîner les plans au montage, etc. Concernant les décors, s'ils font partie de la série, qu'ils en sont l'ADN, il faut préciser si ce sont des décors naturels ou en studio. Les effets visuels, lumière, image. En tant que scénariste, il est possible d'évoquer la lumière, les ambiances, les sensations visuelles. Décrivez, traduisez ce que vous aimeriez voir à l'écran. Est-ce très lumineux, éclatant, sombre, numérique, granuleux? La série se déroule-t-elle à une époque précise? Quel est son genre? Fantastique, héroïque, animation, historique, avec des images d'archives intégrées? Est-ce une sitcom ou une shortcom avec des split screens, c'est-à-dire avec un écran divisé en plusieurs images? Le jeu des comédiens. Évoquez le jeu des comédiens s'il y a un véritable enjeu. Par exemple, si la série part d'une démarche d'improvisation, si la série doit être très réaliste et que les comédiens ne sont pas de vrais acteurs, ou encore si l'un des personnages joue beaucoup avec son corps, surtout dans les comédies. Le son et la musique. Si certains sons ou musiques sont justifiés dans la série, dites-le. C'est le cas des séries comme Glee ou Empire. La mécanique narrative. Très peu de bibles mentionnent ce genre d'éléments. Tout dépend des projets et du traitement esthétique en lien avec le concept. Rappelez-vous, tout doit faire sens dans votre série et votre bible. Les principes et les structures de narration permettent de définir la structure type d'un épisode au travers de différentes rubriques. On retrouve cette partie souvent pour des programmes courts qui, la plupart du temps, reposent sur la structure. Le nombre d'intrigues par épisode. Si vous avez 3 intrigues dans votre pilote, vous devrez avoir 3 intrigues dans chaque épisode. Pour des 26 minutes, comme Friends, c'est souvent 3 intrigues. Pour des 52 minutes, c'est entre 4 et 9 intrigues, parfois plus. N'oubliez pas, une intrigue est définie comme telle en 3 séquences minimum, donc en 3 actes, avec l'exposition, le développement et la résolution. Le type d'intrigue. La précision du type d'intrigue se fait généralement avec les séries policières ou médicales. Par exemple, dans tous les épisodes de ma série policière, il y aura une intrigue sentimentale et une intrigue policière, ou dans ma série médicale, il y aura 2 intrigues bouclées médicales et 3 intrigues feuilletonnantes entre les personnages principaux. La hiérarchie entre les intrigues. Il faut définir l'intrigue principale, type feuilletonnante par exemple, et indiquer les intrigues secondaires bouclées. Le teaser. Y aura-t-il un teaser, c'est-à-dire un pré-générique accrocheur pour lancer l'intrigue principale? La série commence-t-elle juste après le générique, sans teaser? Le cliffhanger. Précisez s'il y a un cliffhanger, c'est-à-dire un épilogue accrocheur qui annonce l'épisode suivant à la fin de votre épisode. Le cliffhanger est très souvent utilisé dans les séries feuilletonnantes pour donner envie aux téléspectateurs de revenir voir la suite. Les principes narratifs particuliers. Indiquez s'il y a une voix off, comme dans Grey's Anatomy. Dites s'il y a des vignettes, à savoir une image découpée à l'intérieur d'une autre image. On le voit par exemple lors des journaux télévisés, lorsqu'il y a une traduction sourd-muet. Ou si la vignette représente un plan muet qui illustre ce qui est dit dans la séquence principale. Précisez les images mentales. Comme dans Six Feet Under, où le père est une image mentale, une sorte de rêve éveillé. Notifiez la place des dialogues dans les épisodes. Série très bavarde? Peu bavarde? Contemplative? N'hésitez pas à indiquer comment l'épisode s'ouvre et comment il va être traité. Les storylines et ou synopsis. Dans la Bible, on peut écrire les storylines ou même les synopsis. La storyline est la description de chaque intrigue de l'épisode en 5 ou 6 lignes par intrigue. Le synopsis est plus long, en général 1 ou 2 pages. Il met en valeur les articulations dramatiques à l'intérieur de chaque intrigue. Que ce soit dans les storylines ou les synopsis, il faut mettre en valeur les moments clés de l'histoire et des intrigues. Dans le synopsis, les intrigues peuvent être écrites les unes après les autres ou complètement imbriquées, reflétant l'histoire finale. Le pilote, en option. Le pilote donne l'ADN de la série, le code, le ton, la formule. C'est une invitation ouverte à voyager dans la série pour la découvrir. Dans le pilote, un certain nombre d'éléments principaux doivent être évoqués, comme les bases dramaturgiques, les personnages principaux et secondaires, les intrigues principales et les incidents déclencheurs, la structure narrative, voix off, nombre d'intrigues, rythme, teaser, etc., l'identité visuelle et sonore. À l'échelle de la saison, le pilote est une sorte de grande exposition. La structure d'un pilote se présente de telle manière. Je vous laisse quelques instants pour le découvrir.
Écrire un pilote. L'écriture d'un pilote est obligatoire lorsque le projet est une comédie du type sitcom ou shortcom. Sur ce genre de format, de plus en plus de producteurs s'attendent à ce que le pilote soit tourné, surtout lorsqu'il s'agit de shortcom. Ça ne coûte pas cher et c'est facilement réalisable. En ce qui concerne le format 26 minutes des sitcoms, vous pouvez réaliser un teaser de quelques minutes pour montrer l'ambiance de votre projet. Ça peut aider le producteur à se projeter dans votre série. La dramaturgie du scénario en 3 actes. Un scénario est composé d'un début, d'un milieu et d'une fin. Ces 3 parties sont regroupées en 3 actes. Acte 1. C'est l'exposition rapide. Il faut accrocher les téléspectateurs en leur révélant les enjeux et le conflit. L'exposition d'une durée approximative de 15 minutes pour un film d'1h30 est en général comprise entre 5 et 10 minutes pour un 52 minutes et de 1 à 5 minutes pour un 26 minutes. L'exposition permet de situer l'arène, c'est-à-dire le lieu du film, l'ambiance générale, présenter les personnages principaux, présenter la question dramatique fondamentale ainsi que l'opposition fondamentale, donner les enjeux qui seront développés dans l'épisode, voire dans la saison, et donner le style ou le genre de la série. Très schématiquement, l'exposition se déroule ainsi. Dans un certain lieu et à une certaine époque, on découvre le personnage principal. Suite à un incident déclencheur qui remet en cause son existence, le personnage doit définir son objectif. Va-t-il y parvenir ? Si l'on prend la série Empire de Lee Daniels et Danny Strong, voici ce que ça peut donner. Aux États-Unis de nos jours, Lucious Lyon est l'un des plus riches producteurs de musique grâce à son label Empire Records. Suite à des examens médicaux, Lucious apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable. Il décide de mettre en compétition ses 3 fils, au caractère bien différent, afin de décider lequel reprendra l'empire paternel. Va-t-il y parvenir ? À la fin de ce premier acte, la question dramatique se pose. Notre personnage va-t-il atteindre son but ? Dans cette exposition, il est important de donner les informations nécessaires et suffisantes au lancement de l'histoire. La fin de l'acte 1 est établie quand le protagoniste, ayant déclaré son objectif, met tout en œuvre pour l'atteindre. L'incident déclencheur nous emmène vers le nœud dramatique. C'est une surprise qui prend de court le protagoniste. C'est le tournant de l'histoire. Si le personnage est actif au début de l'épisode, l'obstacle qui surgit va à l'encontre de l'objectif du personnage. Si au contraire, le personnage est passif, le problème surgit dans la vie du personnage. C'est le cas de notre exemple avec Empire, puisque Lucious n'avait aucune raison de léguer son empire à l'un de ses fils. Notre personnage était passif jusqu'à l'apparition de sa maladie. Acte 2. L'acte 2 est l'acte le plus long. C'est le développement de l'histoire qui raconte comment le personnage avance. Cet acte est composé d'intrigues, d'obstacles, d'antagonistes, d'éléments nouveaux. Dans cet acte, on trouve un deuxième nœud dramatique plus fort que le premier. C'est une sorte de point de non-retour. Le personnage ne peut plus revenir en arrière. La fonction de ce nœud dramatique sert à emballer l'histoire, relancer l'intrigue, décupler les enjeux de l'épisode en rendant la réponse à la question dramatique encore plus difficile, donner une autre direction ou une nouvelle direction ou encore une autre dimension à l'action et enfin, marquer les passages entre les différents actes. Juste avant de basculer dans l'acte 3 se trouve le climax, le point culminant de l'histoire, souvent amené par une scène forte qui indique si l'objectif est atteint ou non. C'est la réponse à la question dramatique posée au début. L'acte 3. En général, il est assez court, c'est la résolution. Les nœuds sont dénoués. Comment structurer l'épisode ? Pour vous aider à structurer votre épisode, racontez votre histoire en utilisant la phrase qui suit. Remplacez les espaces et les mots en gras par votre récit. Je vous laisse quelques instants. Autre structure. Il existe une autre structure dans la composition d'un épisode qui comporte non pas 3, mais 4 ou 5 actes. C'est une structure que l'on retrouve dans la plupart des séries américaines et dont la raison d'être est due
aux coupures publicitaires. Je vous laisse jeter un œil. À noter, un épisode de 52 minutes est composé de 30 à 40 séquences. Un 26 minutes contient 10 à 30 séquences en moyenne. Pitcher son projet de Bible devant un producteur. Le pitch doit s'imaginer comme une bande-annonce, une plaquette de publicité qui donne envie et met en lumière le projet. Il ne doit pas durer trop longtemps. 5 minutes environ. C'est un exercice qui se fait à l'oral devant un producteur, mais qui bien entendu se prépare en amont par écrit afin que vous puissiez organiser vos idées. Il faut que vous pitchiez votre projet de manière naturelle, comme si vous teniez une conversation. Il ne faut pas lire le pitch, ni faire sentir que vous le récitez par cœur. Le pitch contient une partie dramatique et une partie thématique. Le pitch dramatique est l'histoire du personnage avec son objectif, les obstacles et l'obtention de son but. C'est le résumé de ce qu'il va se passer dans l'histoire. Le pitch thématique est le propos, le sous-texte. Cette partie s'articule sur le personnage, son arche narratif et les enjeux. Objectif versus enjeu. Attention à ne pas confondre objectif et enjeu. L'objectif est palpable, concret. L'enjeu est plus profond, secret. L'objectif, c'est ce que veut le personnage. L'enjeu, c'est ce que le personnage gagne ou perd selon l'objectif. 4 fins sont possibles dans les histoires. Le happy end, hollywoodien par excellence. La fin tragique, ni objectif ni enjeu. La fin où le personnage atteint son objectif mais pas son enjeu. Et la fin où le personnage atteint son enjeu mais pas son objectif. Le squelette du pitch. L'exercice du pitch n'est pas toujours facile à réaliser, alors suivez cette méthode pour vous guider à écrire votre première ébauche de pitch. Notez bien qu'il n'y a pas qu'une façon de faire un pitch, comme pour la Bible, presque tout est possible. Soyez inventif, même en termes vestimentaires, surtout si votre série est humoristique ou développe un thème précis. J'ai par exemple pitché à un producteur ma série digitale habillée en hôtesse de l'air car mon projet se déroulait dans un avion. Le ton de la série était loufoque et faisait écho à mon déguisement. C'est à utiliser avec précaution suivant le projet et votre interlocuteur. Petit 1. Présentez-vous par rapport au projet. Petit 2. Donnez le titre, le format et le genre. Petit 3. Élaborez votre pitch dramatique et thématique, le cœur du pitch. Parlez de l'époque, faites la description des personnages, racontez l'intrigue principale avec l'élément déclencheur, décrivez le climax. Dans cette partie, vous pouvez donner une idée du parcours sous forme de questions au lieu de dire la fin. N'hésitez pas à donner des éléments d'arche en quelques phrases. Essayez de finir cette partie avec le pitch thématique pour ouvrir sur le point numéro 4. Si le projet est une comédie, soyez en accord avec ce que vous racontez. Adaptez votre ton. Si votre série est feuilletonnante, montrez qu'il vous faut du temps pour installer l'histoire, les personnages, les intrigues. Pour une série chorale, indiquez en quoi les personnages principaux sont différents ou complémentaires. Dans le cadre d'une série bouclée, shortcom, sitcom, attardez-vous sur les personnages, la mécanique narrative, la structure, la thématique. Petit 4. Développez la note d'intention. Expliquez pourquoi vous avez écrit ce projet. Pourquoi cette histoire? En quoi cette série vous concerne? Quel est votre lien avec cette série? En quoi ce projet est intéressant? Quelle est la résonance avec le monde actuel? Quelle est la problématique? Petit 5. Contactez le producteur. Expliquez succinctement les raisons qui vous ont poussé à souhaiter le rencontrer. Auparavant, renseignez-vous en amont sur ses projets, sa société de production, sa vision. Bien entendu, essayez de contacter des producteurs qui peuvent être intéressés par votre série. Il ne sert à rien de prendre un rendez-vous avec un producteur de films de cinéma par exemple. Dans 99% des cas, votre projet ne l'intéressera pas. Petit 6. Sachez conclure. Trouvez une petite phrase de conclusion, un dicton en lien avec votre série ou une chute, si c'est une série humoristique, et redonnez la parole à votre interlocuteur. Testez vos pitchs. N'oubliez pas que votre premier public, c'est votre entourage. Testez vos pitchs sur vos amis, vos collègues, votre famille, car c'est une bonne manière de voir si votre projet est pertinent, compréhensible et intéressant. Plus vous vous entraînerez, plus vous serez confiant lors de vos rendez-vous avec les producteurs. Sauvegardez le projet.
Il est primordial de protéger votre projet, votre Bible, votre pitch, votre pilote, surtout lorsque vous êtes sur le point de le confier à un producteur ou de le faire lire par différentes personnes. Cela évite tout souci. La première technique, la moins onéreuse, est de vous envoyer le projet complet à vous-même par la poste en recommandé avec accusé de réception. Vous gardez bien tous les papiers prouvant votre envoi et lors de la réception, vous conservez le paquet tel quel sans l'ouvrir. Pour ceux qui préfèrent une protection plus professionnelle, vous pouvez vous adresser à différents organismes spécialisés. Personnellement, je protège mes projets à la SACD. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer dans leurs locaux basés à Paris, la SACD a même créé un site internet pour déposer vos œuvres. Rapide, peu cher et accessible 24 heures sur 24. Pour cela, rendez-vous sur leur site www.e-depot.com. Créez votre compte en ligne et suivez les instructions. Un dernier mot. Eh bien, nous voici à la presque fin de notre lecture. Vous avez maintenant les clés en main pour bien organiser vos idées et créer des bibles qui se transformeront en séries. Ultime conseil, laissez-vous aller, lâchez prise et surtout faites-vous confiance. La création, l'écriture, l'audiovisuel, le cinéma, l'art sont des mondes que l'on imagine lointains et inatteignables, mais qui ne le sont pas. Il faut croire en soi malgré tout ce que l'on peut entendre parfois autour de nous. Effectivement, le chemin est dur pour créer un concept, une Bible, une série, pour rencontrer le bon producteur au bon moment, mais tout est possible. Pour ceux qui ont besoin d'être motivés, organisez-vous des plages de réflexion, d'écriture. Par exemple, tous les matins pendant 2 heures. Ça ne vous paraît peut-être pas beaucoup, mais si vous êtes rigoureux, votre projet avancera facilement. Par ailleurs, une série ne s'écrit pas seule. Trouvez des co-auteurs avec qui vous avez des affinités, des professionnels, des amis. C'est une façon plus agréable de travailler qui permet un brainstorming d'idées plus foisonnant. Si par moment vous vous sentez bloqué, ne vous acharnez pas, faites une pause en regardant par exemple des séries. En effet, rien de mieux pour apprendre à écrire des séries que d'en voir. Après un visionnage plaisir, décortiquez les séquences, observez la progression dans le récit, la mise en place des intrigues, ou encore la fonction de chaque personnage. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent se frotter à l'écriture de votre pilote, analysez plusieurs pilotes de série et notez vos ressentis, la mécanique narrative qui ressort et vos impressions. C'est un travail essentiel qui vous reboostera, vous donnera de nouvelles idées et l'envie d'écrire. En parlant d'écriture et d'idées de sujet, foncez lorsque vous croyez en quelque chose. Lorsque ce que vous écrivez vous plaît et vous stimule, ne lâchez rien. Voilà, cette lecture est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais en introduction, je ne lisais que quelques passages du livre « Écrire une série télé » aux éditions Erol. N'hésitez pas à vous le procurer pour aller plus loin. Si vous avez kiffé cette vidéo un peu particulière, likez, commentez et abonnez-vous. Allez, à toutes!